Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Droit Devant sur A-News Workwell. Je suis ravie aujourd'hui d'accueillir une habituée de l'émission, Héloïse Hérault, avocat spécialisée en droit social chez Ezeis Avocats, qui va nous parler télétravail. Bonjour Héloïse. Bonjour Claire. Écoute, je suis très contente de t'avoir à côté de moi. Moi aussi. Et pour parler d'un sujet qui doit intéresser beaucoup de personnes aujourd'hui, le télétravail, presque tout le monde en fait, j'ai envie de dire. Alors au sommaire de cette émission, on va juste récapituler ce qu'on va raconter. Qu'est-ce qui se passe si on télétravaille et qu'on a un accident à la pause déjeuner? C'est la première histoire que tu vas nous raconter. Tu vas nous raconter également un cas de figure d'un salarié qui a fait le choix de télétravailler à l'étranger, plus exactement au Canada. Alors comment ça se passe dans ces cas-là avec l'employeur? Le télétravail et l'indemnisation des coûts des matériels, des logiciels, des abonnements, etc. Comment ça se passe? Et enfin, le télétravail et l'égalité de traitement entre ceux qui se doivent de rester travailler sur site et ceux qui peuvent télétravailler. Alors, rapidement, pour recontextualiser, je vais redéfinir ce qu'est le télétravail. Le télétravail, ça désigne toute forme d'organisation dans laquelle des missions qui auraient pu être exécutées au sein des locaux de l'entreprise sont effectuées par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. C'est bien ça, Héloïse? C'est tout à fait ça, Claire. Alors, les chiffres du télétravail, ils ont explosé en 2020, on le comprend bien, pendant le Covid. Selon l'INSEE, lors du premier confinement, il y a eu environ 48% de la population active qui a travaillé au moins une fois à son domicile, contre seulement 22% en 2019 à la même période. Un mode de travail qui s'est ancré fortement dans le quotidien des gens ces 4 dernières années, mais qui existe depuis très longtemps. Alors, pour la petite histoire, le télétravail est quand même arrivé aux États-Unis avec Norbert Wiener qui a utilisé ce terme en 1950 alors qu'il supervisait depuis l'Europe la construction d'un bâtiment aux États-Unis. Donc c'est un terme qui existe déjà depuis longtemps ailleurs qu'en France. En France, le mot télétravail, lui, il est apparu pour la première fois en 1978 dans le livre de l'ingénieur Louis Brunel, Des machines et des hommes, télécommunications. Et il faut attendre le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans les années 90 pour que le télétravail s'intègre définitivement comme nouvelle méthode de travail. Est-ce que tu savais ça, Héloïse ? Alors, j'en avais une vague idée, effectivement, mais les États-Unis ont toujours été précurseurs, donc ça ne me surprend pas. Alors, pour rebondir justement sur notre sujet d'aujourd'hui, rapidement, quand est-ce que le télétravail, il s'est ancré dans le Code du travail en France ? Alors en France, Claire, ça a mis beaucoup plus de temps puisque il a fallu d'abord en 2005 un accord national interprofessionnel, donc c'est un ANI qui commence à mettre en place cette notion au sein du droit du travail. Mais la codification dans le Code du travail date de 2012 sous l'article L1222-9 du Code du travail. Donc on est quand même très en retard par rapport aux États-Unis. Donc, quand on télétravaille, là, tu vas nous raconter la petite histoire qui s'est passée de cette jeune femme malheureusement qui est tombée. C'est bien ça? Elle est tombée dans les escaliers, Claire. Elle est tombée dans les escaliers. Donc, elle était chez elle. Dans sa maison, en fait, elle télétravaille classiquement, tout est autorisé, tout est au vert. Et c'est la Cour d'appel d'Amiens qui, en septembre 2024, va avoir à éclaircir un petit peu cette affaire, puisqu'elle est en litige contre la CPM, qui lui a refusé de reconnaître cet accident dans les escaliers de sa maison pendant la pause déjeuner comme un accident du travail. Alors pourquoi la CPM refuse? C'est que en matière d'accident du travail, Claire, on a ce qu'on appelle une présomption d'imputabilité. Alors, c'est un terme un peu juridique, mais il est important. La CPM doit présumer comme étant un accident du travail tout accident qui est survenu sur le lieu de travail et pendant le lieu de travail. Et cette notion de pendant le lieu de travail, la CPM l'a prise en disant « Moi, je suis désolée, mais on est sur la pause déjeuner et je considère que la pause déjeuner n'est pas un temps de travail, mais un temps de pause. » La Cour d'appel d'Amiens a raisonné un peu différemment et elle n'a pas donné raison à la CPM, elle a donné raison à la salariée en reconnaissant donc sa chute dans les escaliers comme étant un accident du travail. Pourquoi? Parce que de jurisprudence de la Cour de cassation, on considère que les périodes qui précèdent ou qui suivent l'exécution du travail sont liées à ce travail. Donc, pendant la pause déjeuner, on considère que comme ce sont des horaires variables, la salariée était quand même plus ou moins à la disposition de l'employeur et surtout cette période suivait très directement le travail qu'elle venait d'accomplir. Ce qui est par contre hyper intéressant, c'est que la même cour, donc Amiens, toujours en cour d'appel, a refusé en juin 2024, donc très peu de temps, juin 2023, pardon, très peu de temps avant, de
reconnaître comme accident du travail une chute également dans les escaliers. Alors cette fois-ci peut-être dans l'autre sens, puisque la salariée venait de terminer son travail. Elle dépointe informatiquement son temps de travail. Donc elle est effectivement plus en temps de travail, mais elle est quand même sur une période très proche. Elle monte les escaliers pour rentrer chez elle. Et là, la Cour d'appel d'Amiens a refusé l'accident du travail en disant « tu es en dehors des horaires de travail ». Est-ce qu'ils ont refusé parce que justement, elle avait dépointé technologiquement parlant sur l'ordinateur et du coup, c'est considéré comme n'étant plus dans des heures de boulot? Oui, moi je pense que le dépointage informatique a vraiment du coup sorti cette notion de temps de travail. Après, il faut voir ce que va dire la Cour de cassation, puisqu'on n'est que en Cour d'appel, et c'est la Cour d'appel d'Amiens sur les deux affaires. On ose espérer que la Cour de cassation va harmoniser ces deux positions, en prendre une pour l'appliquer à l'autre. Ça ne va pas devenir obligatoire, ça, le fait de pointer justement avec un logiciel, parce que tout le monde ne le fait pas. Ah non, tout le monde ne le fait pas. Après, le problème en télétravail, Claire, c'est qu'il faut suivre, l'employeur a une obligation de suivre les heures de travail de ses salariés. On a tendance, on le sait tous, à travailler en fait plus en télétravail, puisque tu n'as pas de temps de trajet et ta pause déj, en fait, tu fais un truc rapide à la maison et donc ça dure 20 minutes, là où le temps de sortir, d'aller acheter ta nourriture, de revenir t'installer dans les bureaux. Tu as moins de sollicitations. Tu as moins de sollicitations. Donc, souvent, le pointage informatique vraiment est de plus en plus fréquent pour pouvoir éviter les déviances et les burn-out qui sont liés à ce télétravail. La deuxième histoire, donc, ça concerne plutôt le matériel qu'on utilise, les abonnements qu'on peut prendre, les logiciels dont on a besoin pour travailler. Qui se charge de ces coûts, justement? Est-ce que l'employeur a une obligation de remboursement de ces coûts-là? Alors là non plus, c'est pas homogène, hein. On a des jurisprudences qui diffèrent parce que depuis septembre 2017, l'obligation de prendre en charge les coûts liés au télétravail n'est plus obligatoire. Alors c'est surprenant, mais ça a été décodifié du Code du travail par Macron. Et du coup, c'est les juges qui viennent un petit peu apprécier la demande des salariés en fonction des cas par cas. Et on a deux cours d'appel qui sont quand même des cours d'appel qui sont importantes, hein. On a la Cour d'appel de Paris et la Cour d'appel de Versailles qui ont été amenées à se prononcer sur ces sujets-là, et elles n'ont pas du tout la même vision. La Cour d'appel de Paris, elle, refuse la prise en charge des frais liés au télétravail lorsqu'il n'est pas obligatoire. C'est-à-dire qu'elle considère qu'à partir du moment où le télétravail repose sur un volontariat du salarié, c'est à lui de prendre en charge ce coût, puisque rien ne lui interdit de venir rien ne lui interdit de venir travailler dans l'entreprise. Donc le coût supplémentaire qu'il génère par son souhait personnel de télétravailler, la Cour d'appel de Paris dit ce n'est pas le problème de l'employeur. La Cour d'appel de Versailles, elle a une position un petit peu plus cohérente, je dirais, puisqu'elle rend obligatoire par ses décisions la prise en charge des coûts liés au télétravail. On pense à Internet, l'ordinateur, les coûts électriques parfois, et l'utilisation d'un bureau avec la chaise ergonomique, tout ce que ça peut engendrer. Et la Cour d'appel de Versailles, elle dit que les frais inhérents au télétravail sont des frais qui sont engagés pour l'activité professionnelle. Donc, il n'y a pas de raison que le salarié prenne en charge ces frais-là. Donc, on n'a rien dans le Code du travail. En revanche, on a quand même un arrêté de 2022, un accord national interprofessionnel de 2005 et un accord national interprofessionnel de 2020 qui, eux, sont tous quand même d'accord pour dire que lorsque c'est pour les besoins de l'activité professionnelle, l'employeur doit rembourser les coûts liés au télétravail. Très bien, tu m'apprends quelque chose, effectivement. Alors, là, on a une histoire plutôt cocasse qui se passe au Canada. Raconte-nous un petit peu la problématique de cette histoire de télétravail au Canada. Alors, c'est une histoire qui est intéressante parce que d'abord, on est au premier stade de juridiction. On est au Conseil de prud'homme pour l'instant sur le jugement. Donc, on a vraiment des histoires qui commencent à arriver sur le bureau des juges parce que ça met toujours un temps entre lorsque ça se passe et lorsque les juges sont amenés à prendre leurs décisions. On a une salariée qui, dans son contrat de travail, n'a aucune autorisation de télétravailler. Il n'y a pas de disposition particulière. Et elle s'en va au Canada, Claire. Elle part télétravailler au Canada sans autorisation de l'employeur. Et c'était son rêve. Ça devait être son rêve parce qu'elle l'a accompli. Ça lui a amené quand même beaucoup de problèmes. Beaucoup de bien-être peut-être. Du coup, elle a bien fait son travail à distance. Alors, effectivement, et je suis bien d'accord avec toi parce qu'elle l'a tellement bien fait qu'en réalité, personne ne s'en aperçoit.
D'accord ? C'est le principal. C'est le principal. Le Covid arrive et l'employeur autorise, en fait, enfin met tout le monde au télétravail et fait une note de service en autorisant les salariés à partir à l'étranger, mais à la condition que ce soit sur le même fuseau horaire que le lieu de travail actuel, c'est-à-dire Paris. Je ne vais rien t'apprendre, le Canada n'est pas sur le fuseau horaire de Paris. Donc, il se passe quand même pas mal de mois sans que ça gêne personne, puisqu'on ne le découvre pas. Et puis, lorsque l'employeur le découvre, il envoie un courrier à la salariée en disant « Écoute, tu as 10 jours pour revenir, ça suffit. Je ne t'ai pas donné l'autorisation. C'est fini, ça doit les vacances. Ça doit cesser. » Et la salariée a refusé. Peut-être en raison de ce bien-être dont tu fais état, elle était peut-être très bien là où elle était. Elle avait reconstruit sa vie là-bas, voilà. Voilà, et puis elle avait pris ses habitudes, donc elle dit mais non, je ne reviendrai pas. Donc elle se fait sans surprise licencier et elle attaque l'employeur au conseil de prud'homme. C'est sans doute ça qui est un peu de trop. Peut-être un peu de trop sur la... Oui, elle aurait pu peut-être s'arrêter là et ne pas saisir le conseil de prud'homme, mais elle a tenté. Le conseil de prud'homme n'a pas du tout été réceptif, Claire, à la demande de la salariée, puisqu'il a considéré que le fait qu'elle s'absente en télétravail à l'étranger constituait une dissimulation de son lieu de travail et donc une exécution déloyale de son contrat de travail. Pourquoi le conseil du prud'homme est allé là-dessus ? C'est qu'il faut quand même rappeler que quand tu décides de modifier ton lieu de travail en télétravail, il faut informer l'employeur et tes assurances du lieu de télétravail parce qu'il y a des responsabilités qui sont en cause. On vient d'en parler, il peut y avoir un accident. Il peut y avoir, alors là évidemment on extrapole, mais le feu qui se propage à ton domicile. Et l'employeur a quand même le droit encore de savoir où tu es et où tu travailles. Donc ça a été vraiment placé sur l'exécution déloyale du contrat. Je pense pas qu'effectivement tout le monde le fasse, très honnêtement, parce que ça demande quand même une certaine gymnastique. À chaque fois qu'on doit aller dans un lieu pour travailler, parce que parfois on change beaucoup de lieu en une journée. Ça peut être un café à 14h, tu vois, repartir à la maison à 16h, puis finalement je décidais d'aller chez une copine, puis je télétravaille du domicile. Enfin bref, ça change en fait. Donc on le dit pas forcément tout le temps. Puis peut-être qu'on a des réticences un petit peu à dire à l'employeur, bah là je suis là, là je suis là. C'est-à-dire que travailler dans un bar ou dans un restaurant, c'est vrai que c'est pas idéal. Puis il y a de la confidentialité, il y a du bruit, voilà. C'est peut-être pas accepté du coup, donc on pourra pas le faire. C'est sûrement pas accepté. Donc les gens ne le font pas forcément. Mais par contre, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de sujets lorsque le Covid s'est arrêté et que les employeurs ont dit, bah du coup, le télétravail s'arrête. Indépendamment du Canada, où là vraiment, de toute façon, elle pouvait pas revenir régulièrement sur son lieu de travail pour essayer de trouver une sorte d'entente avec l'employeur. On a quand même découvert beaucoup de déménagements pendant le Covid avec des salariés qui sont partis à Lyon, à Montpellier. Et donc, ça pose nécessairement une difficulté. Ouais. D'accord. Ouais. Ok. Et puis, on termine effectivement par cette question qui est relative à l'égalité de traitement entre les télétravailleurs et les travailleurs sur site. Mais là, c'est dans un contexte très particulier puisqu'on parle de la restauration d'entreprise. Oui, tout à fait. En fait, on parle d'un restaurant d'entreprise qui a fermé pendant la période du Covid, puisque de toute façon, toutes les jurisprudences qu'on a sur le télétravail aujourd'hui, elles sont alimentées par le Covid. L'employeur avait fermé le restaurant d'entreprise et avait signé un accord collectif d'entreprise pour verser une indemnité à chaque travailleur sur site uniquement. C'était bien précisé dans l'accord collectif. Verser une indemnité pour compenser les désagréments de cette cantine fermée. Le syndicat de l'entreprise n'était pas de cet avis en disant « Attendez, moi je veux une égalité de traitement. Pourquoi est-ce qu'on cantonne le paiement de cette indemnité uniquement aux travailleurs sur site et pas aux télétravailleurs ?» Et ça a été porté jusqu'à la Cour de cassation en disant que du point de vue du syndicat, c'était une inégalité de traitement. Après, ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que l'égalité de traitement, ce sont des personnes qui sont placées dans une situation identique. Et fort heureusement, la Cour de cassation ne s'est pas laissée faire sur ce terrain, considérant que les travailleurs n'étaient pas placés dans une situation identique puisqu'ils n'avaient pas accès à ce restaurant d'entreprise initialement et donc la prime destinée à compenser ce désagrément n'avait pas lieu d'être puisque le désagrément n'existait pas. Exactement. Donc du coup, la prime n'a pas été accordée aux télétravailleurs. Là, pour le coup, je trouve ça logique. Mais C'est pour ça que je dis fort heureusement, c'est qu'on ne peut pas tout faire. Voilà, c'est pas parce qu'on est en télétravail qu'on est dans une situation systématiquement identique et donc cette prime a été uniquement réservée aux travailleurs sur site. C'est un bon exemple. Ok, eh ben, merci beaucoup en tout cas, Héloïse.
Héloïse pour tous ces éclaircissements sur ces 4 thématiques précises qui concernent le télétravail. Et je suis sûre que tout le monde se posait ces questions-là. Justement, on a réussi, je l'espère en tout cas, à vous donner des réponses précises. Merci beaucoup Héloïse. Merci à toi, Claire. Alors, je rappelle effectivement, Héloïse Hérault, que tu es avocat en droit social au cabinet Ezeis Avocats. Merci à tous de nous avoir suivis dans cette émission Droit Devant sur A-News Workwell. On se retrouve très prochainement pour une autre émission Droit Devant. Héloïse reviendra d'ailleurs avec plaisir, elle est là souvent avec nous. Oui, j'aime beaucoup. On vous souhaite en tout cas plein de belles choses. On vous souhaite de bien télétravailler. Si vous êtes en tout cas en télétravail en train de nous écouter actuellement. Et on se dit à très vite. Gardez la forme d'ici là.